Bonjour et bienvenue, chers auditeurs qui nous rejoignez pour ce nouvel épisode du podcast Inspire. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir une personne qui, je trouve, est particulièrement inspirante, charismatique, passionnante, tant elle a un parcours éclectique dont elle va pouvoir vous parler et qui, à mon sens, prouve combien tout est possible dès lors qu'on croit en ses rêves. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui Sonia Maza. Bonjour Sonia, comment vas-tu? Salut, bonjour à tous. Merci, quelle introduction. Merci, ça fait plaisir. C'est gentil. Merci de me recevoir en tout cas. Avec grand plaisir et c'est vraiment sincère. C'est vrai que quand une personne, une amie en commun m'a parlé de toi, ça a de suite à l'intérieur de moi fait un grand oui. Et elle m'a parlé avec son regard à elle, mais je suis de suite allé m'imprégner de ton univers et je me suis dit waouh, c'est une personne que j'aimerais connaître, c'est une personne que j'aimerais intéresser, c'est une personne qui me touche déjà tout simplement. Donc moi je fonctionne beaucoup à ça. Donc merci d'avoir accueilli favorablement cette invitation. Avec plaisir, merci à toi. Merci. Alors avec plaisir. Pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, justement, Sonia, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots-clés, quelques étapes qui pourraient permettre aux auditeurs de comprendre et d'en savoir un peu plus sur toi? Qui est Sonia? Alors ça, c'est une grande question parce que Sonia, c'est beaucoup de choses à la fois dans le sens que j'ai passé par plusieurs métiers. Mais si on veut faire maintenant une photographie actuelle de ce que fait Sonia, donc Sonia, vous pouvez l'entendre tous les jours sur Rouge FM, qui est une radio en Suisse romande, dans laquelle je travaille depuis déjà 14 ans. Et donc, je fais des interviews, tout comme toi. J'adore ça parce que ça me permet de rencontrer voilà, plein de gens, plein d'histoires. J'ai commencé cette chronique-là pendant le Covid parce que je trouvais que c'était un peu notre mission. D'ailleurs, j'avais tout mis de côté rien que pour cette chronique parce que je trouvais que c'était vraiment une période où il fallait informer. C'était notre responsabilité en tant qu'animateur radio de le faire. Donc voilà. Puis c'est une chronique qui est restée. Mais bon, 14 ans de radio, j'ai fait le morning, j'ai fait plein de choses. On va en parler. Mais voilà, actuellement, donc les interviews et la musique parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai développé il y a 2 ans et demi à peu près. Et puis, je propose aussi des services de voix off. Je travaille tout autour de ma voix. Si quelqu'un a besoin d'une animation pour une conférence, un webinaire, voilà. C'est maintenant, actuellement, c'est ça. C'est déjà très vaste, très hétéroclite et à la fois, effectivement, c'est loin d'être les seuls domaines dans lesquels tu t'es expérimenté, je crois, parce que je ne vais pas tout dévoiler, mais garde du corps, artiste, pas seulement avec la voix, mais aussi avec le corps, avec le mouvement, tellement de choses. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai que c'est particulier parce que si par exemple maintenant tu me dirais tu vas faire les gardes du corps maintenant, je pense que je le ferai plus maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que chaque métier que j'ai fait correspondait à un moment de ma vie, de comment je me sentais, de ce que j'avais besoin, des limites que j'avais, c'était vraiment Sonia à ce moment-là. Et c'est plus valable après, si tu veux. Mais c'est ça qui m'a construit. Donc, ça veut dire que quand j'avais 18, 19 ans, bah, j'étais plus attirée par la mode. Donc, j'étais peut-être plus tournée sur ma partie physique, extérieure. J'avais besoin de plaire visuellement. Tout le reste, je le nourrissais pas, si tu veux. Donc, à ce moment-là, j'avais besoin de ça et c'est ça que j'ai fait. Puis si tu veux, comme à chaque fois, j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle et je me disais, bon, bah ça me suffit plus. Et puis je ressens que, tu sais, quand tu as cette impression de plus être à ta place et puis où il te manque quelque chose et puis voilà, c'est un peu ces périodes un petit peu compliquées. Puis d'un coup, bah, je suis allée complètement dans autre chose. Donc, je me suis formée à la sécurité rapprochée. Donc, j'ai fait effectivement garde du corps pendant presque 10 ans pour des familles saoudiennes. Donc, c'était vraiment très… enfin, il faut y aller. Tu voyages beaucoup. Moi, j'étais toujours… Enfin, en Europe, à chaque fois qu'ils étaient en Europe, qu'ils venaient de Riyad, bah, moi, je travaillais avec eux. Après, je travaillais pour d'autres clients. Mais c'est vrai qu'essentiellement, j'ai travaillé pour les personnes de l'Arabie saoudite. Et ça, c'était toute une période de ma vie où, voilà, j'avais peut-être besoin d'être plus dans l'ombre de quelqu'un, de protéger, j'étais très silencieuse, je parlais pas beaucoup, tu vois, c'était vraiment une autre personne. Et puis,
je suis arrivée au bout d'un cycle de nouveau, mais cette fois, c'est la santé qui m'a rappelé à l'ordre. Donc, à ce moment-là, je voyais genre, ah, je suis malade, dans le sens, tu vois, la victime un peu. Et puis, en fait, avec les années, j'ai compris que il y avait déjà des signes qui me disaient que j'étais plus à ma place, sauf que je les ai pas écoutés. Donc, au bout d'un moment, bah, c'est la santé, en fait, la maladie, en fait, qui te montre que tu es plus centré, puis que tu n'es plus à ta place, et puis qui tire vraiment la sonnette d'alarme. Donc, si tu veux, à chaque fois, ça a commencé par des petites choses. Et puis, vu que moi, je suis quelqu'un qui fonce, puis j'écoute pas. Donc, voilà, je vais tout le temps dans les extrêmes. Moi, je suis tout le temps allée dans les extrêmes parce qu'il fallait des extrêmes pour me faire comprendre. Heureusement que maintenant, j'ai plus besoin d'aller trop dans les extrêmes. J'arrive assez vite à comprendre. Donc, ok, là, je fais fausse route et puis j'essaie de me recentrer, tu vois. Mais avant, il fallait des catastrophes phénoménales pour me faire comprendre que c'est pas que c'était pas bien, c'est que ça me convenait plus. C'était plus moi. J'avais appris la leçon. Tu sais, comme Nanny McPhee, là, quand tu sais, quand elle a des trucs qui disparaissent du visage. Et genre, cette leçon-là, elle est apprise. Ok, passe à autre chose. Et du coup, bah voilà, après, bah, je suis passée plutôt dans la communication, tu vois, complètement ailleurs. D'abord au journal de Morges et puis à la radio. Et j'ai fait tous les métiers de la radio. Ça fait 14 ans que j'y suis. Et là, après, on arrive à la musique. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, non? Tu m'excuses. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et puis moi, ce que je ressens en filigrane, c'est vraiment cette intensité, cette soif de vie, et cette soif aussi peut-être de se sentir soi-même, de palper sa propre consistance en étant au rendez-vous. Et tu parlais de cet extrême, de cette tendance à aller aux extrêmes et qui se régule avec le temps. Mais finalement, c'est aussi ce qu'on peut voir parfois comme un problème, mais qu'en réalité, à mon sens, une belle façon d'aller rencontrer la vie et de se dire, certaines personnes se préservent de la vie, veulent tout sécuriser, et finalement, peut-être que toi, tu vas de manière un peu frontale, mais tu vas au rendez-vous avec cette vie et tu te surprends toi-même là où elle t'amène à être au rendez-vous, et même si l'instant d'après, tu es retourné comme une crêpe et tu te dis, bon, un peu hébété, il faut que je rebondisse, tu trouves toujours cet élan de vie, cette flamme pour rebondir et pour te réinventer sans cesse avec ces différentes Sonia dont tu parlais. Une à un moment donné, garde du corps, il y en a une mannequin, il y en a une dans la musique, il y en a une dans la communication ou dans le journalisme. Et ça, c'est passionnant et je pense que c'est profondément inspirant aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui parfois se sentent coincées dans une situation, dans une identification, dans une boîte qu'ils ont savamment construite et finalement qui est devenue leur tour d'ivoire. Parce que c'est très juste, je trouve, je concorde avec tout ce que tu dis. Moi, je pense que la façon dont j'ai compris après avec le temps, c'est que c'est vraiment des expériences. Il faut le voir comme des expériences parce que si tu le vois comme une fatalité, mon Dieu, Marie, bon, moi j'ai eu 3 maladies, mais pour moi, je le vois comme c'est 3 fois où j'ai pas réussi à m'écouter puis je suis allée trop à l'extrême en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois. Après, ça peut déranger parce que c'est toujours plus simple de se dire, mon Dieu, j'ai ça, quelle horreur, tu vois, plutôt que de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, c'est à quel moment je me suis plus écoutée, pourquoi, tu vois, pourquoi il m'arrive ça, et au bout d'un moment, comment je peux en faire quelque chose de positif, parce que au final, même dans les choses les plus négatives, tu arrives toujours à trouver, ça a l'air des phrases toutes faites, hein. Il y a 20 ans, si je te les disais, c'était des phrases toutes faites parce que je les lisais dans les livres et j'allais te les raconter. Maintenant, je les ai vraiment expérimentées et c'est vraiment par expérience que je dis ça. Et ce que je me rends compte, c'est que maintenant, surtout avec la musique, c'est que plus je travaille en moi, plus ça va s'ouvrir. En fait, j'ai l'impression que la musique, ça n'a pas été là parce que j'ai envie de faire la chanteuse, etc. C'était pas du tout prévu, si tu veux. Mais en 2 ans, ça s'est tellement ouvert autour de moi. Il y a eu tellement de choses. Je me dis, mais comment c'est possible? Moi, je chantais pas il y a 2 ans. D'accord? J'ai fait 5 pays en moins d'une année avec la musique. Je dis, mais comment c'est? Je ne savais pas chanter, d'accord? J'ai appris, j'ai travaillé, j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mis toutes les forces possibles là-dedans pour arriver là-dedans. Mais ça nécessite aussi des sacrifices, tu comprends? Et tu dois te jeter à 100% là-dedans. Sinon, c'est pas possible. Tu peux pas faire semblant, surtout pas là-dedans, surtout pas dans la musique. C'est comme le métier à la radio, quand tu parles aux gens, ton métier, c'est une responsabilité. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas, toi, parler aux gens d'une certaine façon
mais dans ton quotidien, tu fais tout le contraire et t'es pas honnête en fait. Ça demande une sincérité avec soi et c'est ce chemin que tu fais à l'intérieur. Plus tu le fais et plus tu es cohérent et plus tu es sincère avec toi-même, plus ça va s'ouvrir. Moi, je trouve que la base de tout, c'est juste nous et notre travail personnel pour aller de l'avant. Je souscris à mon tour et c'est vrai que je te rejoins complètement sur tout ce que tu évoques et c'est aussi ce que je partage, ce que j'enseigne beaucoup et en me prenant bien évidemment comme outil dans ce cheminement et moi mes valeurs, celles que j'ai à cœur de transmettre depuis plus de 23 ans effectivement dans cette voie, c'est effectivement l'authenticité, c'est arrêter de vouloir vendre une exemplarité à toute épreuve ou une image de perfection, mais c'est être soi avec ses points forts, avec ses failles, avec ce qu'on n'a pas encore assumé, avec ce qu'on surassume parfois, mais être au rendez-vous, oser se regarder et arrêter de se raconter des histoires et donc arrêter de vouloir en vendre aux autres pour avoir une image qui nous console, qui fait pansement, mais non, assumer ce qui est là. Et c'est déjà beaucoup. Et quand on sort de ces voiles, eh bien, on est peut-être encore plus intensément, effectivement, au rendez-vous avec la vie. Et j'aimerais, et d'ailleurs, j'aimerais te questionner dessus, mais tu disais, parfois, j'ai pas su m'écouter. Moi, j'ai ce sentiment que parfois, s'écouter, c'est pas forcément s'arrêter si on est fatigué ou si ça tiraille, c'est simplement écouter et que il y a peut-être un conflit intérieur, que des parts sont encore capables d'eux et puis que d'autres n'en peuvent plus ou résistent au changement, maintiennent encore des programmes qu'on leur a assignés et finalement la réponse n'est pas toujours je dois m'arrêter, je dois me reposer ou je dois prendre une autre direction, mais parfois la réponse est simplement je suis à l'écoute. Je suis présent ou présente, je suis conscient de ce qui se vit. Et le simple fait déjà d'y poser cette conscience particulière qui va nous permettre de ne plus nous mentir à nous-mêmes et de ne pas être dans le déni, dans l'évitement ou dans la lutte de ce qui pourrait se tramer à l'intérieur est déjà une forme de résolution et déjà quelque chose qui va, comme tu le soulignais très bien, faire émaner ce qu'on est, quelle que soit la place ou la mission qu'on ait choisie. Qu'on soit boulanger, qu'on soit en train de faire des pizzas, qu'on fasse des ménages, qu'on soit peintre, qu'on soit journaliste, architecte ou autre, finalement, dans la dimension qu'on a choisie, on peut libérer ce champ de rayonnement dès lors que nous-mêmes, on commence à se regarder. Exactement. Alors, c'est bien parce que tu as mis des paroles et un sens vraiment pour tout le monde à ce que moi j'ai raconté ma propre histoire et ma propre compréhension. Mais effectivement, c'est super de pouvoir l'expliquer comme ça, d'où ton métier. Hein. Tu le fais très bien. Moi, je suis plus dans spontanée. Je parle vraiment de mon expérience. Je pourrais pas me permettre. J'ai pas fait d'études là-dessus ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est vraiment ce que moi j'ai appris avec les années. Et tu as dit un truc aussi qui me parle sur l'authenticité. Moi, c'est vraiment aussi une des choses que j'ai expérimenté et que j'ai compris, c'est que moi, je voulais toujours être parfaite, en fait. Toujours, j'étais hyper perfectionniste et tout. Et puis, en fait, effectivement, j'ai compris que maintenant, en fait, si tu veux, ce que je recherche, c'est plus la perfection, c'est l'authenticité. Et à travers mon authenticité, bah, j'atteins en fait cette forme de perfection que je voulais parce que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau, dans ma vie, dans mon corps que maintenant. Que je m'accepte juste comme je suis, en fait. Tu vois, de plus chercher, parce que ça use, en fait. Ça use. Et c'est très juste. Ce que tu as expliqué, c'est juste, en fait. C'est cette acceptation-là que chacun peut faire, en fait, ce chemin. Ça n'a pas besoin de changer 15 fois de métier. C'est pas ça. Hein. Moi, ça a été ça mon parcours, mais tout le monde n'a pas le même. Et l'important, c'est juste de se comprendre et de s'accepter. Faire des deuils aussi, c'est important. C'est pas toujours tout comme on pense. Tu vois, c'est ça. Je te rejoins vraiment, encore une fois, sur ces données. Et c'est vrai que faire des deuils, c'est important. Parfois, on veut naître à autre chose, mais on ne voit pas qu'on n'a pas fait la phase, effectivement, de détachement, de dépouillement, de mort à quelque chose et à des parts de soi aussi. Pour vivre une mue et pour vivre une renaissance, il faut effectivement pouvoir vivre cette étape. Et parfois, on serait tenté de la laisser de côté pour embrasser directement le nouveau et ça marche pas. Il y a parfois des gens, peut-être qui nous écoutent aussi, qui peuvent avoir tenté 1000 choses et avec peut-être le goût amer que ça n'a pas fonctionné, ils se disent ah ben moi j'aimerais bien être comme Sonia, j'aimerais bien être comme Gilles, parce que moi aussi j'ai eu plein de reconversions, tu vois, je suis juriste criminologue à la base, j'ai bossé, j'ai dirigé un établissement social, je suis allé, j'amène les gens nager avec les dauphins, je fais des interviews, je suis enseignant, enfin voilà, il y a plein de choses qui… C'est logique en fait.
Et à un moment donné, c'est se dire, je crois que ce qui est important, c'est au-delà d'un vouloir, au-delà d'une volonté, au-delà d'une projection, et je crois que c'est ce que tu soulignais aussi tout à l'heure dans ton partage, il y a quelque chose qui nous rattrape, il y a quelque chose qui nous appelle, et finalement, peut-être que l'art d'oser, l'art de vivre, l'art d'être inspiré et inspirant, c'est de répondre au rendez-vous, même si on ne sait pas où il nous mène, même si on ne l'avait pas projeté l'instant d'avant. Et finalement, on n'a pas forcément une attente ou un projet. On arrête finalement de tout projeter avec le mental, mais on se laisse cueillir aussi par ce qui est là, ce qui ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort ou de sacrifice, comme tu le disais très bien. Il y a un investissement pour être à la hauteur de ce qui vibre pour nous. Mais pour autant, il y a aussi cette notion d'évidence. Tout d'un coup, quelque chose se présente dans la fin comme dans le démarrage de quelque chose. Il y a une évidence, il y a quelque chose qui dit « c'est là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ». Mais je peux suivre cette voie intérieure. Exactement. Et il faut vraiment lui faire confiance. On a trop tendance à dire ouais, mais non. Ouais. Puis au fait, il faut, quand je disais s'écouter, c'est vraiment ça, dans le sens que on a toujours cette petite voix, on l'entend. Franchement, on l'entend, mais des fois, on dit, non, mais c'est moi, je me fais des idées, je vais quand même pas faire ça. Et puis moi, à 42 ans, je vais pas tout laisser tomber pour commencer la musique, quoi. Je vais finir dans la rue. Ben, je savais que c'était juste. Je sais pas comment te dire. Tu sais que c'est juste à un moment donné et tu le fais. Mais bien sûr, tout le monde va dire le contraire. Tout. Ça, c'est sûr. Hein. Faut s'attendre à ça. C'est ce qui éprouve aussi justement cette rectitude à l'intérieur et cette capacité à rester aligné sur sa propre vision. Et donc, je crois que même les miroirs extérieurs qui pourraient être tentés de nous décourager par bienveillance, ou parce qu'ils ont peur pour nous, ou parce que ils se disent que c'est du n'importe quoi, ne sont finalement que des miroirs de nous, de nos propres doutes, de nos parts et qui nous permettent de déterminer effectivement quel est notre alignement, quel est notre engagement, quel est notre choix réel, plein, entier. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un événement fondateur pour toi qui a pu faire naître cette flamme? Parce qu'encore une fois, au travers de toutes ces expériences magnifiques et puis parfois plus difficiles à vivre, t'évoquais la maladie notamment, pour autant, il y a vraiment, j'ai le sentiment, même si je ne te connais que dans ce présent, de cette flamme qui a toujours été là, de cette intensité aussi dont je parlais, de cette vivacité. Par rapport à la musique? Par rapport à dans la vie en général, mais dans la musique aussi. Qu'est-ce qui m'a amené à la musique ou c'était quoi la question exactement? Par exemple, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Il y avait ce sentiment que quelque chose s'enflammait, s'éclairait à l'intérieur et disait, ben, c'est ça, tu sais, ce sentiment-là, quand on ouvre et quand on dit oui et qu'il y a quelque chose qui s'embrase de l'intérieur. Ouais, bah, c'est juste le moment où j'ai voulu penser à moi, en fait. C'était juste ça. Parce que quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, encore des problèmes de santé, il y a 2 ans et demi. Et puis, j'ai eu une première intervention qui s'est pas bien passée. Après, j'en ai eu une seconde. Et puis, je me suis dit, suite à cette intervention, si tout va bien, j'aimerais faire quelque chose pour moi, en fait. J'avais déjà débuté ce chemin suite à ma séparation. Parce que moi, j'ai une séparation assez compliquée dans ma vie privée. Ça, j'en ai quasiment jamais parlé, mais j'ai une relation très difficile et une séparation très difficile. Et quand j'ai fini cette séparation, je me suis dit déjà là, j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Parce que ça a été en 2 temps. Donc, le premier temps, ça a été, je suis sortie de cette relation. Je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais faire, j'hésitais entre le théâtre et la musique. Donc, la musique, les cours de chant, ils étaient hyper chers. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller au théâtre. Dès que je suis allée au théâtre, j'ai commencé. Et très rapidement, après, bah, déjà, le premier cours, le prof, le coach, il est venu vers moi. Il m'a dit, mais tu sors d'où, en gros parce que j'avais fait pleurer tout le monde. Et puis, il s'était vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Et puis, du coup, il a écrit une pièce. Il m'a donné le premier rôle. On était le jouer à Paris. Enfin, c'était un truc de fou, la première année, donc, hein, la première année. Et puis, donc, voilà, théâtre, tout s'enflamme dans le théâtre, etc. Je me voyais déjà, tu vois, faire une carrière là-dedans. Puis, deuxième intervention, de nouveau, ça va pas, etc. Et puis, je continue à travailler à la radio. Et là, je rencontre un musicien, en fait, et puis il dit, voilà, je compose aussi des chansons pour les autres. Puis ça m'est resté dans la tête. Puis je l'appelle une fois, puis je dis, écoute, tu voudrais pas m'écrire une chanson parce que j'aimerais bien avoir une chanson à moi.
Mais c'était genre un petit cadeau que je voulais me faire, tu vois, le cadeau de Noël. Et il me dit, oui, oui, mais je sais pas, écrire un truc, ça me ferait une chanson, en fait. Et donc, il a composé une chanson. Et puis, quand on s'est vu pour qu'il me fasse écouter un peu la mélodie, je dis, ah, c'est cool, t'as une guitare, ah, j'aime bien. Je me rappelle, c'était un titre de Amy Winehouse, ah, j'aime bien ça, tu peux jouer un peu. Puis, je chantais que ça derrière lui. Et j'étais toute gênée, etc. Et puis, donc, il m'écrit cette chanson. Je dis, bon, je vais écrire des paroles quand même, tu vois, pour que ça ait un sens. Et puis, en fait, les paroles, elles m'ont été inspirées à la fois du combat de ce que j'avais vécu à travers la maladie et aussi mon ex-copain. Si tu veux, les deux choses se sont. Et donc, j'ai écrit Feel Like. J'ai écrit cette chanson et puis on l'a enregistrée. Je l'ai fait écouter au patron de la radio et il m'a dit, mais tiens, on la sort, quoi. Elle est bien, on la sort, on la passe à la radio, on fait un clip vidéo. J'étais là, comment ça? Et donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Il a fait réaliser un clip, tu iras le voir, il a fait 70 000 visualisations, il est magnifique. Voilà, Fila, qui est juste incroyable. Et du coup, j'ai mis tout ce que je savais un peu faire, tu vois. Donc, j'avais fait un petit peu de théâtre, donc j'ai un peu interprété des choses. J'ai fait beaucoup de sports de combat, donc il y a un combat de boxe. J'ai fait de la danse, donc j'ai appelé mes copines de la danse et tout. Et en fait, on a fait un clip qui est, moi, je trouve extraordinaire. Et c'est suite à ce clip où j'ai vu l'impact que ça a eu sur les gens, les messages que j'ai reçus des associations, des femmes battues, associations de la fibromyalgie. J'ai reçu de partout des messages de gens qui m'ont dit que ça leur a fait du bien, en fait, que j'ai l'impression qu'ils se battaient avec moi, tu vois, il y avait un truc comme ça très, très fort. Je me suis dit, mais waouh, l'impact, quoi, c'est fou. Quand tu penses que Rouge FM, un des mots d'ordre de Rouge FM, c'est impact, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Théâtre, j'ai adoré jouer au théâtre, c'était génial. Mais tu joues un rôle au théâtre. Et moi, j'avais besoin de dire des choses, moi, en fait, si tu veux. Et c'est là où j'ai commencé. Alors, j'ai continué parce que j'adore hein, Acting Line Studio, je les adore. Je suis allée donner moi-même des cours après aux élèves et tout, parce qu'il y a quelque chose que je voulais leur transmettre. Mais à ce moment-là, j'ai senti que je pouvais pas jouer un rôle de quelqu'un, même si j'ai adoré faire ça. Mais jouer un rôle de quelqu'un, au début, quand j'ai commencé le théâtre, ça m'a aidé à me libérer de ce que je venais de vivre avec mon ex-copain. Donc, en fait, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin du théâtre parce que Ludo, mon prof, mon coach, il m'a fait sortir tout ce que j'avais à l'intérieur à travers des personnages où tu prends moins de risques. Et une fois que tout était dehors, j'ai pu commencer à chanter en anglais d'abord pour me protéger, en italien pour commencer à vibrer comme il faut avec mes racines. Et maintenant, je commence aussi en français pour vraiment être à poil. Et là, il n'y a plus d'armure, en fait, tu vois. C'est ça un peu le parcours. Ah, je vois très bien et j'aime beaucoup cette lucidité, ce discernement, cette clairvoyance que tu as sur justement chaque étape du parcours, l'utilité, la justesse de chacune et ce théâtre effectivement qui est peut-être là aussi pour te permettre d'embrasser le rôle de ta vie, c'est-à-dire celui ensuite avec la musique. Et j'aime beaucoup aussi le fait que parce que encore une fois, pour les auditeurs qui pourraient penser qu'on se connaît, etc., on se connaît pas. Et moi, je parle souvent beaucoup, et c'est au cœur de ce que j'aborde, l'aspect de se mettre à poil quelque part et d'avoir les poils déjà. Je parle souvent du festival de poils en l'air, donc vraiment d'être en mode ça vibre à fond, mais aussi d'accepter de se dévoiler à un point tel qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus d'habits, il n'y a plus de voile, et accepter de se foutre à poil, pour moi, c'est un acte de sagesse. Et je dis, et parfois, avec mon petit côté iconoclaste, je vais le faire au sens propre comme au sens figuré, mais en disant, quelque part, vous voulez trouver quelque chose en vous, mais vous refusez d'être vu et de vous voir vous-même. Et ce cheminement que tu décris, avec ne serait-ce que les langues, il me paraît tellement ajusté, et à la fois toujours pareil avec cette même intensité, parce que même si les choses semblent se dérouler, des tapis rouges qui se déroulent, je crois qu'il faut jamais donner la responsabilité entre guillemets qu'à l'extérieur de la chance d'un événement. Je crois aussi que tu as su créer ta chance. Je crois que tu as vibré quelque chose de l'ordre de peut-être
En tout cas, je fais un parallèle, peut-être que ça te parlera pas, tu me diras, mais je sais que moi, par exemple, j'ai été appelé à l'autre bout du monde par les dauphins pour aller les rencontrer. J'ai créé un lien avec eux et où que j'aille dans le monde, ils sont là et j'ai acquis cette capacité d'accompagner les personnes à les découvrir sur le plan en conscience et à nager avec des dauphins sauvages, à rencontrer des baleines, qui pour moi sont des animaux qui sont porteurs d'une conscience particulière et avec lesquels, voilà, il y a quelque chose qui se vit de l'intérieur et qui se refond dans chacun. Euh, mais j'ai souvent dit, c'est pas parce que uniquement, voire même pas du tout, Gilles avait une capacité particulière pour, mais c'est peut-être Gilles qui en avait le plus besoin aussi à ce moment-là. Mais Gilles s'est aussi donné les moyens à cet endroit de vivre ce rêve. Il a pris son billet, il est parti à l'autre bout du monde quand ça l'a appelé. Il a fini par entendre et écouter cette voix, y obéir aussi d'une certaine manière. Et donc, je me suis donné les moyens de cela. Et moi, ce que j'entends aussi dedans, c'est bien sûr toute cette belle orchestration autour de toi, mais parce que peut-être aussi à chaque étape, tu as su t'en saisir, même lorsque ça te coûtait, même lorsque ça venait te challenger, alors que peut-être d'autres personnes auraient pu avoir tendance à se dire, tiens, oh là, ça grince un peu, c'est un peu difficile, ça me challenge trop, oh, je vais battre en retraite, c'est peut-être que c'est pas la voie. Il y a quand même cet aspect même volontariste à l'intérieur qui dit, c'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas ma voie, et même si ça me coûte à un endroit, je peux ressentir la justesse d'y aller et de me challenger encore. Oui, exactement. Mais je concorde sur tout ce que tu dis. Donc, je vais pas répéter la même chose, mais c'est vrai, il y a aussi des besoins là derrière. Il faut aussi en être conscient, les accepter, se les dire à soi-même. Après, c'est pas forcément obligé d'expliquer à tout le monde, mais le savoir soi-même et dire ok, mais tu le fais vraiment pourquoi en fait? Pourquoi tu fais ça? Vraiment, la vraie raison, c'est quoi? Tu vois, que tu essayes de comprendre aussi. Et puis, quand je disais tout à l'heure que plus j'avance à l'intérieur, plus ça s'ouvre. Moi, j'ai vu un exemple, par exemple, au début, quand je chantais, le public, pour moi, c'est très parlant, en fait, ce qu'il me donne. Hein, si tu veux. Il y a des fois, ça m'est arrivé, hein, que tu vois que les gens, ils t'écoutent pas. Puis moi, je me dis, mais comment c'est possible qu'à ce moment-là, il y a des gens qui t'écoutent pas? Tu vois? Parce que pourtant, je suis en train de tout donner, quoi. Pourquoi ils m'écoutent pas? Tu vois? Mais je te parle quand tu vas chanter, bon, je l'ai fait une fois, mais je le ferai plus, mais genre dans un resto, tu vois, pour dire. Là, tu dis, mais pourquoi on m'écoute pas, quoi? Normalement, ils devraient m'écouter, tu vois? Tu comprends pas? Puis c'est là où je me dis, OK, allez, on y retourne, on travaille, on travaille. Et j'ai eu une fois, c'était pour Make a Wish Switzerland. Je suis allée chanter et j'ai une petite, en fait, une enfant qui est venue me prendre dans les bras à la fin. Et normalement, moi, les enfants, j'ai plutôt tendance à leur faire peur. Je sais pas pourquoi, mais je leur fais. Ils me regardent toujours que ça, les enfants. Et là, c'est vrai. Et là, parce que en plus, je suis grande et tout, ils me regardent un peu. Et là, il y a cette petite qui m'a pris dans les bras et tout. Puis je me suis dit, purée, s'il y a une enfant déjà qui est venue, c'est que tu commences à être sur la bonne voie. Ça commence à marcher. Parce que les enfants, ils font pas semblant. Ils viennent pas pour te faire plaisir. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Tu vois. Et j'ai commencé. Et d'ailleurs, un des concerts vraiment, un des plus beaux concerts que j'ai fait, il n'y avait pas un bruit dans la salle. Et j'ai mis vraiment, et j'ai joué avec que de l'acoustique, donc contrebasse, guitare. Je pouvais pas me cacher derrière la batterie, je pouvais pas me cacher derrière les guitares électriques. C'était vraiment et en plus robe, moi qui n'avais jamais mis de robe, vraiment le truc le plus féminin, chose que moi j'avais beaucoup mis de côté, la féminité. Les cheveux, ça veut dire aussi beaucoup. Avant, j'avais toujours les cheveux gominés, plaqués en arrière, c'est genre le contrôle total. Et puis d'accepter en fait tout ce truc, quoi. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment là que je vais aller. C'est là où je commence à me sentir juste, à me sentir bien. Mais c'est du boulot, hein, Gilles. De s'apprivoiser. Ça, Ouais, ouais, c'est vrai. Tu le fais tellement bien. Enfin, en tout cas, de ce qui transparaît, de ce qu'on peut ressentir de toi, c'est vrai que il y a peut-être la lionne avec ta crinière, mais à la fois, moi, je ressens infiniment de douceur, et c'est peut-être effectivement cette douceur qui avant était cadenassée et là qui a le droit d'exister. Et c'est comme si voilà, il y avait une sortie du contrôle pour rentrer plutôt dans la maîtrise. Et ça, c'est très beau à voir. Moi, je suis toujours très sensible à ça. Et c'est vrai que je trouve ça magnifique, à la fois la conscience que tu y mets, mais aussi
l'incarnation, l'émanation. Et je me demandais, est-ce que dans ton histoire personnelle ou de manière générale, il y avait une personne qui avait pu justement pour toi aussi être un tuteur inspirant de près ou de loin, une personne que tu as pu rencontrer ou une personne dont tu as vu la vie ou lu la vie au travers d'un livre, d'un film ou musique, et où tu t'es dit waouh, je ne sais pas si je vais faire la même chose, mais à un moment donné, c'est un exemple pour moi, c'est quelqu'un qui me donne un espoir ou qui me montre que c'est possible et qui m'aide à marcher mon chemin. Non, en fait, c'est toutes les personnes qui sont rentrées dans ma vie, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont fait du bien, plus ceux qui m'ont fait du mal, ça a été mes professeurs, en fait. Donc, sauf que c'est des gens qui m'ont, sur le moment, je les ai pas trop aimés, je les aime toujours pas, mais, mais en fait, je les remercie dans le sens, je les remercie pas, j'irai jamais leur dire merci. Parce que pour moi, eux, ils ont pas conscience que ce qu'ils m'ont amené à ce moment-là, j'en avais besoin. Mais j'en avais besoin aussi parce que je parlais de mon ex-copain, par exemple. S'il s'est permis de faire tout ça, c'est parce que moi, j'ai aussi laissé la place pour le faire. Pas forcément volontairement à ce moment-là, non, parce que beaucoup pleuré, j'étais très mal à ce moment-là, etc. Mais ça m'a fait prendre conscience que je lui ai laissé le champ libre pour faire ça. Si quelqu'un il rentre dans ta voiture et que c'est dégueulasse, bah, il aura aucun problème à manger son sandwich dégueulasse dedans. Si ta voiture elle est nickel, personne n'osera le faire. Donc à un moment donné, il faut aussi habiter sa maison et être avec soi. Et puis tu peux pas dire après mais comment machin. Sur le moment, j'étais victime de lui. Maintenant, je le suis plus, si tu veux. Mais à lui, j'irai jamais lui dire. Non, il a été professeur dans ma vie, autant que quelqu'un qui a été magnifique avec moi. Même plus, parce que j'ai beaucoup appris de cette relation. J'ai appris ce que je voulais pas, j'ai appris mes limites, j'ai appris ce que j'accepte de quelqu'un, ce que je n'accepte pas de quelqu'un. Et donc, il y a eu lui après, mon père m'inspire beaucoup. Mon père m'inspire beaucoup de par son humilité, de par sa gentillesse, son exemple en tant qu'homme, mais dans le concret, dans les actions, dans ce que lui, il est. Je suis extrêmement fière de mon père, dans le sens, tu vois, c'est un homme qui a sorti vite de l'école, qui gardait les moutons, qui est parti jeune, à 15 ans déjà, il m'expliquait qu'il était à l'armée du salut, il dormait à 70 dans une chambre, et puis tu avais le respect qu'il fallait avoir à ce moment-là. Et l'homme que c'est devenu, lui, m'a appris beaucoup de par sa simplicité, par exemple, tu vois. Ma mère aussi. Enfin, c'est vraiment, je me suis inspirée de tous ces parcours, mais tout le monde m'inspire chaque jour, en fait. C'est tout le monde. Je sais pas, on est tous inspirants. Tout le monde est inspirant. Tout le monde, n'importe qui que je rencontre, je sais pas, j'ai souvent, enfin, j'ai du respect, en fait, pour les gens qui sont, je sais pas comment t'expliquer, qui se cachent pas, quoi. Ouais. J'ai du respect pour ces gens-là, quels qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Bravo. C'est vraiment, ben encore une fois, je vais me répéter, mais je suis tellement d'accord et ça me touche tellement. Tu poses des mots qui sont justes et qui font vibrer la corde. Et ouais, je me reconnais. Enfin, voilà, tu me fais un bon miroir en même temps. Donc, merci beaucoup. Et si tu devais définir peut-être du coup de manière générique, au-delà même de ta propre vie, ce qui, à ton sens, donne le plus de sens justement à la vie. Peut-être que tu viens d'y répondre, mais ça serait quoi? Est-ce que c'est justement le fait de ne pas s'économiser et le fait de se montrer? Qu'est-ce qui finalement donne sa saveur, son goût, son sens au fait d'être vivant? Bah, c'est d'être vivant, justement. Il est là tout le sens. C'est bête. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à donner des grandes réponses par rapport à ça. Moi, en tout cas, le matin, quand je me lève, je dis merci. Je suis déjà contente de pouvoir me lever. Moi, il y a une période, je pouvais même pas me lever du lit, hein, pour te dire. Donc, puis j'étais à l'hôpital, mais c'était une très belle époque, c'est aussi l'hôpital. Moi, je me suis mariée là-bas. J'ai rencontré des gens incroyables. Enfin, je sais pas, j'ai vécu des trucs incroyables aussi là-bas, des rencontres, des personnes qui vivent des choses. Enfin, ouais, j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dessus, mais des gens qui vivent des trucs, des réalités, mais atroces, quoi. Et puis, c'est des, enfin, ouais,
sais pas si des gens qui ont tout le temps le sourire et puis qu'ils sont positifs et que ce soit des enfants, des personnes plus âgées. Moi, j'étais en cardiologie, donc j'en ai vu des trucs. Mais pour dire, donc je me lève le matin, je suis déjà contente. Je me dis, ok. Et si je suis pas contente, ça arrive, hein, que je me lève, je suis de mauvaise humeur. Bah, je dis, ok, bah aujourd'hui, bah, je suis de mauvaise humeur, quoi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui m'a mis dans cette étape? J'essaie de comprendre. Je travaille beaucoup, hein, elle en sur moi. Ça a l'air hyper égocentrique, mais ça l'est pas, en fait, parce que c'est le seul moyen pour moi d'être bien après avec les autres et d'être juste, en fait, tu vois. Et puis, je vais essayer de donner un sens à ma journée, déjà, avant de donner un sens à ma vie, tu vois. Juste dire, bah, aujourd'hui, c'est une opportunité en plus. Je peux pas la louper, tu vois. Donc, c'est où je décide consciemment de rien faire. Et je vais dire, je fais rien, je dors. Ou je profite de cette nouvelle journée qui m'a offert, cette nouvelle opportunité pour créer quelque chose, pour faire un téléphone en plus, pour avoir une idée en plus, pour écrire un texte, pour créer, quoi. Moi, je peux pas rester sans créer, sans avoir des idées nouvelles, sans profiter de cette journée. Ouais, j'entends ça et je me demandais si au-delà, tu parlais tout à l'heure de impact, du mot impact, et donc du coup de impacter aussi. Et il y a impacter et transmettre qui me viennent parce que derrière la création, ok, il y a le processus de créer et on peut se sentir en reliance, connecté, aligné dans ce moment-là, mais la création, elle est jamais rien non plus s'il n'y a pas derrière cette nécessité peut-être de transmettre un message. Et donc du coup, si tu avais un message à transmettre à tous nos auditeurs qui tomberont quand ce podcast sortira ou plus tard, quel message central tu as envie de leur délivrer pour que ça impacte justement et que ça soit aussi le corollaire de toute ta création? Peut-être leur dire, c'est de nouveau que des phrases que tu peux lire dans les livres, mais moi je vous le dis vraiment avec le fond du cœur, c'est possible. Tout ce que vous avez dans votre tête, si vous pouvez le penser, vous pouvez le faire, quoi que ce soit. Croyez-moi bien, je m'adresse vraiment aux gens qui m'écoutent. Les amis, il y a 2 ans et demi, je ne savais pas chanter. Ça veut dire que je chantais sous ma douche, comme vous, comme tout le monde, d'accord? Je savais pas chanter. Mais j'ai su que c'était là-dedans que je devais aller parce que c'était là-dedans que je pouvais transmettre. Donc, j'ai étudié, j'ai bossé, j'ai essayé de comprendre comment fait le chanteur qui va sur scène. Alors d'abord, j'en ai fait trop parce que j'ai pensé à ce que seulement à l'extérieur, au visuel, à ce qu'on devait voir de moi. Mais c'était pas la bonne voie que j'ai pris au début. Donc après, j'ai commencé à travailler sur moi. Bien sûr, il y a la technique. J'ai travaillé les techniques. J'ai un coach vocal. Je fais des abdos, je fais des pompes, je fais tout ce que vous voulez pour que quand j'aille sur scène. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail que j'ai fait avec moi, l'acceptation. Moi, c'est la musique. Vous, c'est peut-être autre chose. Mais dites-vous une chose, c'est possible. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, ni personne, ni le manque d'argent, ni quoi que le manque d'argent. Ça, c'est aussi un sujet. C'est un sujet, pourquoi? Parce que on s'empêche, parce que on veut pas vivre dans l'abondance, on veut pas croire que nous, on a cette possibilité de vivre comme ça. Croyez pas que tout est or, tout ce que vous voyez, ça fait rêver. Ça fait pas rêver. Moi, j'ai souffert dans ce parcours et je souffre encore. Mais c'est pas ça. Le plus important, c'est que il faut aller jusqu'à ce que, je sais pas, on a des capacités qui sont énormes en fait. Et il faut y aller, faut foncer. Gilles, moi, je peux parler 3 heures si tu veux, mais j'ai tellement envie de leur dire que il y a trop de gens qui sont malheureux en fait. Et ça me fait mal au cœur en fait. Tu vois. Moi, je peux être triste, mais je suis pas malheureuse par contre. Ça, c'est une des choses que je peux dire, c'est que je suis pas malheureuse. Oui, oser, tenter, en tout cas, si je partage de mon expérience, c'est vrai que parfois on me dit, mais Gilles, mais t'en fais beaucoup, voire même t'en fais trop, est-ce que tu es sûr que tu t'oublies pas? Et je me questionne souvent sur ça parce que j'ai aussi une forme d'intensité dans mon rapport à la vie. Et en fait, pour moi, la vie, elle sert à ça. Et ça sert à rien de s'économiser.
En réalité, il faut savoir y aller, il faut savoir se donner les moyens, il faut oser, mais il faut savoir se donner les moyens. Je vois tellement de gens qui parfois renoncent et finalement sont tristes d'avoir renoncé ou de ne pas avoir osé, qui sont pleins de regrets ou qui n'ont pas su se donner parfois les moyens, comme tu le disais, que ce soit parce qu'on se dit ah mais j'ai pas eu de chance ou parce que j'ai pas assez d'argent ou ceci ou cela, mais en réalité tout est possible, même si ça nous coûte. Et c'est une question de priorité, c'est une question de qu'est-ce qu'on y investit. Moi, j'avais pas un rond, que ce soit clair, hein. J'avais pas un rond, hein. Donc, et pourtant, il en faut de l'argent dans la musique. Mais tu trouves tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a un sponsor qui arrive. Tout d'un coup, il y a un gars qui t'a entendu chanter, il dit ah, tiens, là, je viens de signer un gros sponsoring. J'avais rien, moi, j'avais zéro, hein. Zéro, faut pas croire. D'accord? Donc, ce que tu dis par rapport au fait de s'économiser ou pas, si toi, ce que tu fais, c'est même pas ce que tu fais, c'est juste ce que tu es. Parce que là, ce que tu es là dans cette émission, c'est pour faire aussi du bien. C'est quelque chose, tu n'as pas l'impression de travailler. Là, tu œuvres, tu travailles pas. D'accord? Donc, c'est quoi en faire trop? C'est juste vivre sa vie? Ou bien en faire trop, peut-être en plus, celui qui va te le dire, c'est le mec qui va bosser de 7h à 17h dans une entreprise qu'il aime pas. Ça va venir d'une personne comme ça? En faire trop? En faire trop, c'est s'oublier. Et je pense pas que c'est ton cas. Donc, moi, je pense pas que tu en fais trop. Mais au contraire, mais vivons. Moi aussi, on me dit que j'en fais trop. Hein. Je te rassure. Je te rassure. Merci infiniment pour ces paroles de sagesse enthousiasmantes et qui convoquent justement cette possibilité, mais peut-être aussi cette urgence d'être au rendez-vous avec la vie. Après, en plus, une période où certaines personnes et puis parfois des pans entiers de la société se sont retrouvés empêchés d'être. Et je crois que justement, peut-être que d'autant plus de personnes aujourd'hui se questionnent sur comment je peux être justement et comment je peux récupérer cet espace de pouvoir aussi et de rapport à la vie. Donc, c'est précieux. Je les mettrai bien sûr. Je peux rajouter quelque chose. Avec les interviews que j'ai fait, et notamment beaucoup pendant le Covid, je peux te dire qu'il y a énormément de gens qui ont changé de voix, en fait. Parce que j'ai interviewé, la moitié des gens, ils me disaient, oui, bah, pendant le Covid, j'avais cette idée déjà avant, mais pendant le Covid, ça a été une grosse prise de conscience. Le fait de rester juste, en fait, les gens, ils se sont juste arrêtés. Et si tu arrives tous les jours, en fait, à travers, ça peut être la méditation, mais ça peut être aussi juste en promenant ton chien. Ça peut être juste des petits, il n'y a pas besoin d'être là, parce que le but, c'est pas de vivre que dans la spiritualité, parce qu'on doit vivre une vie terrestre, faut l'accepter. On doit se tromper, on doit faire des erreurs, on est là aussi pour ça, on doit le faire. Mais d'avoir ce petit moment dans la journée où il y en a qui font des retraites spirituelles d'une semaine, mais si tu peux le faire un peu tous les jours, juste prendre conscience de qui tu es chaque jour un petit peu déjà, c'est déjà super. Et les gens, en fait, l'ont fait pendant le Covid. Ils se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes. Moi, bah, j'avais déjà vécu l'expérience, vu que j'avais déjà été à l'hôpital, et c'est ce que les gens vivent en général à l'hôpital, de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Là, ça a été vécu à échelle mondiale. Du coup, il y a eu énormément de changements de fonctionnement dans les entreprises aussi. Il y a une grosse prise de conscience. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, ça fait du bien. Après, je ne parle pas de toutes les personnes qui sont décédées, les personnes qui ont souffert, les familles. Moi, je parle pas de ça. Hein. Je parle de l'aspect prise de conscience spirituelle. En fait. Ouais, c'est tellement vrai, c'est juste. Merci beaucoup pour tout ça. Et j'ai trop parlé. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était parfait. Je vais je mentionnerai en dessous de la vidéo tes liens, mais si tu peux nous dire déjà où on peut te retrouver, comment on peut te suivre, comment on peut être au courant de tes actualités, justement, venir te voir en concert, etc. Où on te trouve? Oui, alors c'est simple, j'ai le site où il y a tout dedans, comme ça c'est plus simple. C'est soniamazza.com. Puis tu verras, il y a deux parties. Il y a la partie artistique, donc la musique, etc. Puis une partie que j'ai appelée business, pour tout ce qui est plutôt, si tu as besoin de faire un podcast, une conférence, c'est plutôt cette partie. Mais voilà, partie artistique, bah, tu trouves mes actualités, tu trouves les accès à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et tutti quanti. Mais Sonia Mazza, MA2ZA, normalement, on me trouve assez facilement. Super, ben, merci infiniment pour ce moment et pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à vous. C'est précieux et puis ben, personnellement, vraiment à titre personnel, je suis ravi
et j'ai hâte de venir t'écouter. Avec plaisir. Merci. Merci à tous. C'est gentil. Merci à toi, merci à tous. À bientôt. À bientôt.